Au nom de Dieu, bonjour à toutes et à tous et merci de choisir l'émission Le Débat. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous. Nous allons parler des manifestations qui ont accueilli Donald Trump à la suite de sa prise de fonction à la Maison-Blanche. Nous allons voir pourquoi des millions de gens à travers le monde entier, dans presque 70 pays, ont exprimé leur mépris et leur mécontentement à l'égard de l'investiture de nouveaux présidents américains. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous aurons des invités, des experts de questions internationales qui vont donc répondre à nos questions concernant donc l'investiture de Donald Trump. Nous allons également parler des leaders de certains partis à travers l'Europe en particulier qui sont plutôt contents de l'investiture de Donald Trump à la Maison-Blanche car ils vont profiter justement de la position de ce nouveau président américain pour donc exprimer les mêmes politiques donc, qui suscitent de l'inquiétude et de l'incertitude à travers le monde entier. À présent, chers téléspectateurs, je vous invite de regarder un reportage préparé par mes collègues et on sera avec vous juste après. Restez avec nous, je vous prie. Des millions de manifestants défient Donald Trump dans la rue. Jamais depuis 40 ans, un président des États-Unis n'a suscité une telle défiance à sa prise de fonction. Avant même d'avoir achevé ses premières 24 heures à la Maison-Blanche, le nouveau président républicain se retrouve interpellé par de multiples catégories d'Américains d'origines très diverses, mais fédérés par une même inquiétude. Pour son premier jour complet en tant que président des États-Unis à Washington, Donald Trump a été accueilli par une immense manifestation à l'appel du collectif Women's March pour dénoncer à la fois son mépris affiché envers les femmes et plus largement la politique qui lui a permis de remporter la présidence. Des manifestations similaires ont lieu dans des 400 autres villes américaines et dans 70 pays. Les organisateurs estiment qu'entre 2 et 3 millions de personnes y ont participé, dépassant de loin leurs attentes. Né de discussions en ligne après la victoire de Trump en novembre, le réseau derrière la Women's March a officiellement pour mission de défendre le message que les droits des femmes sont des droits humains. À mesure que la manifestation prenait de l'ampleur, elle est devenue un point de ralliement pour tous ceux voulant montrer leur opposition non seulement à la victoire du républicain, mais à l'ensemble de sa politique et de sa personnalité. La manifestation la plus importante, avec des milliers de slogans et de bonnets roses, a eu lieu dans la capitale américaine quelques heures après l'investiture du 45e président des États-Unis et la dépassant potentiellement au niveau de l'affluence. De rassemblements massifs dépassant de loin les attentes des organisateurs et de la police ont eu lieu dans des grandes villes. Les organisateurs de la Women's March ont recensé plus de 670 manifestations à travers le monde, souvent devant les ambassades et consulats américains, souvent avec beaucoup d'Américains expatriés, avec des milliers de personnes dans plus d'une vingtaine de villes au Canada, des milliers d'autres à Amsterdam ou Genève et des rassemblements plus petits de quelques centaines de personnes à Berlin, Rome, Lisbonne, Prague, Tel Aviv ou Durban et Sydney. Cette politique réactionnaire à l'œuvre aujourd'hui aux États-Unis est la concrétisation d'une dynamique plus large dans le monde, en Europe, en France. En Europe, des mouvements conservateurs et rétrogrades remettent régulièrement en cause les droits des femmes, en particulier l'avortement. En France, le danger est réel en provenance de plusieurs candidats à la présidentielle qui instrumentalisent les droits des femmes. Nous marchons le 21 janvier pour témoigner notre solidarité avec la Women's March à Washington, car défendre les droits des femmes aux États-Unis, c'est défendre les droits des femmes en France et dans le monde entier. Nous marchons contre les incitations à la haine, les attitudes discriminatoires et les messages et actions réactionnaires. Cette marche se veut ouverte à toutes et à tous. Chaque individu partout dans le monde sera le et la bienvenue. Merci d'être avec nous, chers téléspectateurs. Vous regardez le débat. Et le débat d'aujourd'hui, comme vous avez vu dans ce reportage, est concentré sur le mécontentement général des femmes, mais également des hommes à travers le monde entier à l'égard de l'investiture du nouveau président américain. C'est vrai que jamais dans les 40 dernières années, un tel président, après sa prise de fonction, n'a suscité une telle défiance à travers le monde entier. À présent, je m'adresse à Madame Catherine Chakdam, qui est directrice de programme pour Shafaqna. Madame Chakdam, bonjour. Bonjour.
Alors, Donald Trump a été accueilli avec une immense manifestation à travers le monde. Pourquoi un tel président mérite un tel accueil? On continue à se poser la question de vraiment savoir ce que ces démonstrateurs veulent. Monsieur Donald Trump a été élu à la présidence par les Américains. Donc maintenant, je ne suis pas trop sûre de savoir pourquoi on a maintenant des millions de gens, et dans ce cas des femmes, qui veulent vraiment... Je ne sais pas ce qu'elles veulent changer, vraiment, parce qu'il a déjà été élu, donc c'est déjà fait. Donc il aurait peut-être fallu s'organiser un petit peu avant et essayer d'avoir une espèce de rhétorique un petit peu différente au niveau des élections. Mais maintenant, ce qu'on est en train d'essayer de vendre, de gérer, c'est d'essayer de dénigrer le président des États-Unis sans vraiment de fondement, parce qu'il n'a rien fait. Tout ce qu'il a fait maintenant, c'est parler. Il n'a jamais vraiment rien fait qui pourrait justifier cette espèce d'explosion de colère. Je comprends parfaitement que Donald Trump est un espèce d'individu qui est potentiellement très dangereux, dans le sens que c'est le genre de politique qu'il veut mener sont assez dangereuses au niveau du Moyen-Orient et d'autres régions dans le monde. Il est presque, je dirais, fasciste dans son langage. Mais ça étant dit, j'aurais voulu voir cette même explosion de colère quand, par exemple, M. Obama était en train de promouvoir des génocides et des crimes de guerre au Yémen, au Bahreïn, en Arabie Saoudite et dans d'autres pays dans le monde comme l'Irak, la Syrie, Pakistan, Afghanistan. Il y a beaucoup d'autres pays où j'aurais voulu voir ce même genre de mobilisation populiste avec des gens en train d'essayer de changer, de promouvoir les droits de l'homme. Ça aurait été très intéressant. Maintenant, ce qu'on a, on a des millions de gens à travers le monde en train de décrier l'arrivée de président Trump. Oui. Mais encore, il a été élu. Donc, j'aimerais un petit peu savoir. Je comprends pas vraiment pourquoi cette espèce d'explosion de colère. Et ce que je trouve aussi intéressant, c'est le fait que ça a été clairement arrangé par, je dirais, certains pouvoirs qui se tiennent derrière les féministes d'aujourd'hui. Madame Chakdam, on va développer cette question plus tard. Si vous le permettez, je vais m'adresser à présent à Monsieur Luc Michel, qui est analyste des questions politiques depuis Bruxelles. Monsieur Michel, bonjour. Bonjour à vos téléspectateurs. Je suis surtout géopoliticien, mais je suis évidemment la marche politique du monde. Merci d'avoir précisé cela. Monsieur Michel, alors Donald Trump a été accueilli avec une immense manifestation à travers le monde. Pourquoi un tel président mérite un tel accueil? Écoutez, je voudrais tout d'abord préciser une chose à nos téléspectateurs. Je suis opposé à ce que représente Donald Trump, à cette politique raciste et xénophobe, et je défends les droits des femmes. Mais derrière ces manifestations, moi je les suis depuis le premier moment où Donald Trump a gagné la primaire républicaine. Il y a un chef d'orchestre. Il y a un chef d'orchestre aux États-Unis, il y a un chef d'orchestre dans le monde, c'est M. George Soros. C'est ce milliardaire qui travaille avec certains secteurs de la CIA et qui organise les révolutions de couleur dans le monde. Il a lancé une révolution de couleur aux États-Unis qu'on appelle la Purple Revolution. Le pourpre en anglais, que vous compreniez, c'est en fait un rose-violet. Ce n'est pas le pourpre rouge foncé du français. Il y a donc, depuis les primaires républicaines, de plus en plus de manifestations organisées aux États-Unis. Les Clinton arborent les couleurs de la Purple Revolution et l'administration Obama l'a servi également. Ça se caractérise par tout ce qui fait de révolution de couleur, c'est-à-dire des moyens de financement très importants, des vedettes à qui on paye des pages de publicité entières dans des journaux comme le New York Times. Ça, c'est le début des manifestations contre Trump. Seulement, Trump a commis une erreur, mais on la lui fait commettre, c'est la fameuse cassette vidéo qui date d'une quinzaine d'années maintenant, et où il tient des propos extrêmement vulgaires et xénophobes pour les femmes. C'est le fameux, les femmes, grab dead my the pussy. Je m'en excuse pour l'autre expert qui est sur le plateau. Ce qui fait qu'une seconde armée contre Trump s'est levée, c'est celle des mouvements de droits des femmes, des mouvements féministes. Monsieur Soros, évidemment, a amplifié tout ça.
les a coordonnés avec ses propres réseaux. C'est la raison pour laquelle vous voyez toutes ces femmes dans le monde arborer ces espèces de bonnets rose foncé. La couleur a été choisie pour sa proximité avec le pourpre de la Purple Revolution. Il y a des acteurs d'Hollywood comme Robert De Niro, comme Alec Baldwin, comme le groupe de rock Gorillaz. Tout ça est organisé. Bien. Donc, M. Michel, c'était pas... Si vous me laissez encore une minute, le but de tout ça. Oui, donc c'était pas par hasard que Donald Trump a choisi pour sa première visite la CIA, donc. Non, puisque la CIA a pris une part importante contre lui dans ce qu'il faut bien appeler un complot. Et donc, il a tout d'abord été obligé de nommer un candidat qui s'appelle M. Pompeo, qui appartient au secteur le plus anti-russe de la politique américaine. Vous savez que Trump, lui, a plutôt des sympathies pour Poutine. Et deuxièmement, il est allé essayer de calmer le jeu avec la CIA, avec ce qu'on appelle les vitrines légales de la CIA, toutes ces séries d'organismes du gouvernement américain qui sont précisément, je pense à la NED, la NDI, etc., qui sont précisément au cœur des révolutions de couleur. Quel est le but de ce mouvement? Il est simple, c'est de déstabiliser le régime de M. Trump et d'essayer que rapidement on aboutisse à un scénario qui est l'impeachment, c'est-à-dire la destitution du président américain par le Sénat et la Chambre réunis. C'est déjà arrivé avec Richard Nixon lors du scandale du Watergate. Bien sûr, M. Luc Michel, ce sera certainement le souhait de pas mal d'Américains et également d'Européens et même de gens à travers le monde. Et si vous le permettez, je vais m'adresser à Mme Chakdam. Madame Chakdam, on voit donc ces immenses manifestations des femmes à travers le monde, mais nous avons l'impression que dans ces manifestations, il y a également beaucoup de gens qui expriment leur mécontentement à l'égard de la politique américaine depuis des décennies. Qu'en dites-vous? Oui, mais vous savez, c'est un espèce de pléthora dans ces démonstrations. Vous avez beaucoup de gens qui viennent dire beaucoup de choses, mais sans vraiment savoir ce qu'ils veulent dire, ce que je trouve très intéressant. Il faut vraiment qu'on se souvienne, comme votre invité a mentionné, tout cela a vraiment été orchestré de telle façon qu'on a une impression d'unité, on a une impression, je dirais, de populisme où tous les gens sont maintenant unifiés derrière une espèce de grande pancarte appelant pour la déposition de M. Trump. Je suis en train d'attendre justement parce que pour l'instant, il y a beaucoup de hashtags qui sont en train de circuler sur Facebook, Twitter et le reste. Il y a beaucoup de pancartes qui sont brandies par certaines féministes demandant que les droits des femmes soient respectés, etc. Je suis en train d'attendre à ce qu'on appelle pour la résignation, que M. Trump soit en fait déposé. Je pense que ça va se passer très bientôt. Mais il faut vraiment comprendre ces démonstrations. C'est pas vraiment un appel à la démocratie ou même un appel, je dirais, une lutte contre le fascisme. Parce que si vous prêtez attention, en fait, ce que les démonstrateurs sont en train de décrier n'a rien à voir avec le genre de politique que les États-Unis sont en train de promouvoir, par exemple, au Moyen-Orient, en Afrique ou en Asie. Ça n'a rien à voir. On parle de racisme, on parle de fascisme, mais ce genre de langage est très facile à utiliser justement pour essayer de mobiliser les troupes et donner cette impression que c'est un mouvement positif. Si vous vraiment prêtez attention à ce qui est dit, en fait, ce que vous avez, c'est un espèce d'appel, je dirais, pour le retour d'Hillary Clinton. Si vous prêtez attention, c'est ce genre de politique que l'Amérique et d'autres pays dans le monde maintenant, en fait, sont en train d'essayer de promouvoir pour essayer de rappeler les libéraux à la Maison-Blanche et pour demander que M. Trump soit qu'il soit forcé de démissionner ou bien entendu qu'il soit forcé de jouer le jeu de la CIA et d'autres des services d'intelligence. C'est vrai, c'est une espèce de guerre qui est en train de prendre forme entre, je dirais, le Deep State aux États-Unis et M. Trump qui est en train d'essayer, je dirais, peut-être de diriger les États-Unis dans une direction nouvelle, dans le sens que on aura affaire à un président qui ne se mêle pas des affaires d'autres pays, d'autres nations, mais qui en fait
s'occupe de l'Amérique, qui s'occupe des Américains et du marché américain, plutôt que de payer attention à ce qui se passe sur Tel Aviv ou en Arabie Saoudite, par exemple. Merci. Monsieur Michel, dans les propos de Mme Chakdam, elle était surprise de voir de telles manifestations après l'investiture de Donald Trump à la Maison-Blanche, alors qu'il aurait fallu peut-être faire des manifestations avant son investiture et avant même d'avoir voté pour Donald Trump. On a l'impression que dans ces manifestations, on cherche autre chose que de dire au monde entier que Donald Trump méprise, donc justement méprise donc les femmes. Alors, est-ce qu'on a un objectif précis? Qu'en dites-vous? Lénine parlait des gens qui étaient manipulés pour une autre politique que celle qu'il voit. Il appelait ça les idiots utiles. Nous sommes en face d'idiots utiles. La première chose qu'il faut constater, c'est que l'anti-américanisme est totalement absent de ces mouvements et les gens qui représentent l'anti-américanisme radical, comme mon organisation par exemple, en Europe et en Afrique, nous ne soutenons pas ça évidemment. C'est un programme qui soutient le secteur libéral, comme l'a bien dit madame, le secteur libéral de l'oligarchie américaine. Maintenant, des manifestations, il y en a. Vous pensez peut-être que ça a commencé le jour de l'investiture. Il y en a depuis le 18 novembre, depuis l'élection de M. Trump, mais elles ont pris une ampleur progressive. Maintenant, la question qui va se jouer là-dedans, c'est bien d'essayer d'influer la politique de Trump. Maintenant, c'est là que je suis en désaccord. Trump a raconté qu'il était là, soi-disant, pour une politique isolationniste. Trump, c'est le résultat d'un scénario politique, exactement comme Hillary Clinton. Il est soutenu par des réseaux qui sont les réseaux les plus radicaux du lobby militaro-industriel américain. Il a, derrière sa candidature, un club de 120 généraux et amiraux. C'est eux maintenant qui tiennent les rênes, comme le fameux général Macdoc Mattis. Les Irakiens me comprendront. C'est le général qui commandait à Fallujah en 2003-2004. Ce sont des gens qui ne veulent pas l'isolationnisme. Ils veulent exactement, comme le dit le programme de Trump, une grande Amérique. C'est-à-dire qu'ils veulent la confrontation avec la Chine, la confrontation avec l'Iran, un surdéveloppement de l'armée américaine. Trump a dans son programme électoral, par exemple, l'augmentation de 25% des navires lourds de la flotte américaine, l'augmentation des bases américaines dans le monde. On va donc, ceux qui espèrent que Trump va être un gentil président isolationniste se sont complètement trompés. On est face à un mouvement qui est semblable à celui de Ronald Reagan. Vous savez que Reagan, ça a été la course aux armements, le militarisme et la défaite de l'Union soviétique dans la guerre froide. Oui, merci, M. Michel. Madame Chakdam, des manifestations de telle envergure aux États-Unis, ça peut se comprendre, mais des manifestations à travers beaucoup de pays européens, nous avons l'impression que les Européens essayent de passer un message aux leaders de certains partis, justement en Europe, comme Marine Le Pen, au Front National, qui est au sondage bien placé, justement à la présidentielle française, de justement exprimer leur inquiétude à l'égard des politiques de tels leaders à travers l'Europe. Qu'en pensez-vous? Oui, il y a sûrement une inquiétude, mais le problème pour moi, c'est que c'est une espèce d'inquiétude à deux vitesses, où vous avez beaucoup d'activistes qui sont en train d'essayer de promouvoir les droits de l'homme, la démocratie, etc., et de combattre le racisme. Mais en même temps, ces mêmes personnes, ces mêmes groupes, ces mêmes organisations n'ont aucun problème à voir leur gouvernement vendre des bombes et d'autres armes de guerre illégales, par exemple, à l'Arabie Saoudite, Qatar et d'autres pays dans le monde. C'est le problème. On ne peut pas vraiment divorcer ou faire une différence entre le genre de politiques qui sont menées, je dirais, à l'étranger et l'espèce de rhétorique qui est très agressive contre les pays arabes, par exemple, ou contre l'islam en général, et ce qui se passe à l'intérieur de leurs frontières. Et je pense il faut vraiment que les gens réalisent, et très rapidement, qu'en fin de compte, ce qu'ils reprochent à leur gouvernement a été quelque chose qu'ils ont autorisé
à travers les décennies parce qu'ils n'ont jamais vraiment confronté leur gouvernement, se rendant compte que le genre de politique et le genre de rhétorique qu'ils ont tenu à l'étranger est en fait maintenant venu les hanter à l'intérieur de leurs frontières. Donc quand vous voyez par exemple cette espèce d'invasion de la droite fasciste en France ou même je dirais au Royaume-Uni et dans d'autres pays européens, c'est vraiment le résultat de décennies, je dirais, d'une espèce c'est une descente aux enfers politiques, je dirais. L'Europe est en train de commettre un retour au fascisme. J'aimerais que les gens lisent leur histoire, des livres d'histoire, en se rappelant comment, par exemple, le Third Reich a été autorisé, je dirais, à s'ancrer en Europe, parce que c'est exactement en train de suivre le même modèle politique. Donc ces démonstrations, c'est très gentil, mais j'aimerais que les gens se réveillent un petit peu plus et arrêtent de parler de féminisme, des espèces de droits de la femme. Personne n'est en train d'essayer d'attaquer les droits de la femme. Même je dirais que certaines femmes sont en train de faire un espèce de cirque ridicule et en train de délégitimiser certaines demandes qui sont parfaitement sincères. C'est un petit peu ridicule, je trouve, moi, ces démonstrations. C'est pas vraiment, je vois pas vraiment le but, ou je vois pas vraiment une espèce de... Ils vont rien vraiment changer de concret. Il faudrait vraiment que les gens s'attaquent aux vraies politiques qui posent de vrais problèmes. Bien. Monsieur Michel, votre point de vue sur certains leaders des partis politiques en Europe qui essayent d'instrumentaliser justement ces manifestations et l'investiture de Donald Trump comme donc un outil pour venir à bout à des politiques qui approchent justement Donald Trump. Qu'en dites-vous? Oui, tout d'abord, il faut savoir une chose, c'est que ce qu'on appelle les réseaux de George Soros, c'est une puissance mondiale. En France, par exemple, ils financent des grands journaux. Par exemple, Le Monde, qui est l'un des 3 grands journaux français de référence, est financé officiellement par Soros. Toutes ces manifestations que vous voyez, elles ont été organisées, convoquées par le même chef d'orchestre. Je suis d'accord tout à fait qu'on n'a pas vu ces manifestants, par exemple. Il y a actuellement un mouvement dans toute l'Europe qui prend prétexte du terrorisme pour essayer de mettre une législation contre la démocratie et les libertés, qui est une copie du fameux Patriot Act de George Bush. Je n'ai pas vu ces manifestants défendre les libertés publiques. La question maintenant des mouvements qu'on appelle populistes de droite, je précise aussi, parce que parfois on est mal compris, je suis un adversaire du Front National, des Le Pen, que j'ai empêché il y a 20 ans d'émerger en Belgique. Ces gens pensent que Donald Trump est un mouvement de même nature qu'eux. C'est-à-dire, ils ne comprennent pas que Trump est le produit de secteurs de l'oligarchie américaine et qu'il est le produit d'un scénario politique, ce qu'on appelle du storytelling. Il a été choisi et ce n'est pas lui qui va diriger son régime. Il suffit de voir qui dirige ce qu'on appelle les ministères de force, la CIA, le Pentagone, etc. Des gens comme les Le Pen, évidemment, jouent là-dessus pour faire croire qu'ils sont des Le Pen français. Vous savez que Marine Le Pen a essayé de rencontrer il y a quelques jours Donald Trump à New York et ça n'a pas marché, elle n'a pas été reçue. Elle est devant un autre problème, c'est-à-dire que précédemment, il se posait en admirateur de Poutine. C'est de l'opportunisme pur et simple. Le candidat de Poutine en France, c'est Fillon, qui est réellement son ami. À partir de ce moment-là, tous ces mouvements vont très vite déchanter par rapport à la nature de Trump. Maintenant, je suis tout à fait d'accord. Le danger qui existe en France, c'est pas le droit des femmes, c'est la montée d'une extrême droite qui pourrait déboucher sur un scénario comme l'Allemagne en janvier 1933, l'arrivée au pouvoir, évidemment, de gens derrière lesquels il y a les idées les plus nauséabondes de la politique européenne, Absolument. le racisme, la discrimination, la xénophobie. Oui. Merci. Madame Chakdam, pour terminer, vous avez évoqué tout à l'heure la question de la vente d'armes aux Émirats arabes unis, à l'Arabie saoudite et au Qatar peut mener des actes terroristes à travers presque dans le monde entier, et particulièrement au Moyen-Orient. Alors, dans le discours de Donald Trump, il a dit 3 fois de prise, donc, l'Amérique d'abord, l'Amérique d'abord, l'Amérique d'abord. Ça n'a pas été le cas au cours de ces 50 dernières années?
Non, non, pas du tout, parce que je pense que les États-Unis ont vraiment suivi le genre de ligne militaire que Tel Aviv a vraiment poursuivi. J'irais même encore plus loin en disant que les États-Unis sont vraiment devenus une espèce de colonie zioniste. Parce qu'ils font ce que Israël veut. Et bien entendu, ça a passé par une espèce d'alliance avec l'Arabie Saoudite pour pouvoir promouvoir cette espèce de présence militaire au Moyen-Orient, pour pouvoir balkaniser le reste du Moyen-Orient. Il y a beaucoup de... C'est très compliqué, il y a beaucoup d'agendas qui sont en train de manifester au Moyen-Orient, mais je pense que maintenant les États-Unis ont réalisé qu'en fin de compte, l'Arabie Saoudite est un danger, parce que l'Arabie Saoudite, c'est vraiment, je dirais, n'est plus capable de contrôler son fascisme. Et bien entendu, les États-Unis sont en train d'essayer de se divorcer, je dirais, de l'Arabie Saoudite doucement, et vont vraiment laisser tomber, je dirais, leur meilleur ami, parce que c'est souvent ça, la façon dont ils définissent leur amitié a été vraiment très serré, je dirais, au travers les dernières années. Mais maintenant, il y a une espèce de divorce qui est en train de se placer, donc je trouve ça très intéressant. Et j'aimerais savoir ce que l'Arabie Saoudite va pouvoir faire maintenant, parce qu'elle se trouve toute seule, entourée d'ennemis, je dirais, ou au moins de mouvements de résistance qui sont bien déterminés à s'asseoir, je dirais, sur le genre de politique que Riyad est en train de promouvoir. Et bien entendu, je suis en train de parler du wahhabisme, essayer de promouvoir un retour, je dirais, au pluralisme religieux, ce qui serait une très bonne idée dans le monde islamique, parce que c'est vraiment ce genre par exemple, si c'est ce que l'Iran voudrait retourner, c'est-à-dire une espèce de cohabitation religieuse sans que les communautés religieuses aient le besoin de se tirer dessus ou de se critiquer ou de se haïr, parce qu'il n'y a vraiment pas besoin. Je ne pense pas qu'il y ait besoin d'un espace pour ce genre de sentiments. Mais les États-Unis, maintenant, je pense, vont vraiment se séparer de l'Arabie Saoudite. Donc je pense qu'il va y avoir des mouvements positifs. Enfin, je suis en train d'essayer d'être positive, parce que c'est très difficile de l'être aujourd'hui quand on regarde ce qui se passe. Mais je dirais, je suis pas d'accord avec le genre de rhétorique que Donald Trump a tenu. Je pense qu'il va vraiment essayer de se séparer de ce qui se passe au Moyen-Orient pour se concentrer sur les États-Unis et essayer de reconstruire les États-Unis. Il faut vraiment qu'on réalise que les États-Unis ne sont pas dans une très bonne position financière ou même politique. Yeah. Ils ont beaucoup de crises intérieures. Et je pense que Washington maintenant va vraiment se concentrer à vouloir essayer de reconstruire les États-Unis avant de vouloir s'occuper de ce qui se passe. Madame Catherine Chakdam, nous allons nous joindre à vous pour partager cet optimisme que vous avez donc à l'égard de l'avenir et peut-être la destitution future du président américain. Madame Catherine Chakdam est directrice du programme pour Shafagna. Merci infiniment pour vos informations, ainsi que M. Luc Michel d'avoir nous apporté donc ces précisions au débat d'aujourd'hui. Eh bien, chers téléspectateurs, ici prend fin l'émission d'aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Au revoir à tous.